À la une de cette édition, une lueur d'espoir se profile à l'horizon. Bientôt une usine de transformation des fruits et légumes au grand bonheur des Burkinabés. Sur le plan international, une attaque s'est déroulée à Toronto et au moins 10 personnes ont péri. C'est tout de suite dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Comme je vous le disais en titre, le ministre du Commerce, d'Industrie et de l'Artisanat était en fin de matinée sur le site de l'usine de transformation des fruits et légumes de Lumbila. Le reportage est signé Moïse Kinda. Depuis 2013, la société de transformation de fruits et légumes de Lumbila vit dans une situation léthargique. Le lundi 24 avril 2017, un nouvel administrateur avait été installé et qui a soumis au gouvernement un plan de redressement de la société dans les meilleurs délais. En vue de l'effectivité de ce plan, le ministre en charge de l'industrie et du commerce a effectué une visite de terrain ce 24 avril 2018 en compagnie de plusieurs experts et des autorités de la localité de Lumbila pour toucher de doigt les réalités de la société avant que des décisions fortes ne soient prises pour sa réouverture. C'est un projet dont a la charge le département du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Et nous avons pensé en tout cas qu'il fallait se donner les moyens pour poursuivre le projet et le finaliser, et afin que les objectifs pour lesquels il a été initié, qu'on puisse les atteindre. Et nous avons entrepris des démarches avec l'administration provisoire afin de redémarrer le processus qui doit normalement conduire jusqu'à la finalisation des travaux et à l'exploitation du complexe industriel. Et dans ce cadre-là, il faut dire que dans la réalisation, on a un partenaire technique qui est une entreprise indienne qui s'appelle Moan. Et à un moment donné, il y a eu la suspension des travaux pour différentes raisons. Et nous avons repris langue, nous avons commencé à discuter. Et finalement, le gouvernement a abouti à ce que le projet puisse redémarrer. Et pour ce faire, il fallait qu'on mène un certain nombre d'activités. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'entreprise en Inde il y a de cela 3 semaines. Et nous avons arrêté un calendrier. Le calendrier consiste en quoi? Ça consiste à une étape d'évaluation. Parce que vous savez, un outil industriel et des bâtiments qui ont été, entamés en termes de conclusion depuis un bout de temps et qui, on va dire, une période de délaissement, c'est important qu'on l'évalue. Alors les équipements industriels, mais aussi le bâti, afin de savoir exactement quel est l'état des choses et se projeter pour l'avenir. Cette évaluation va encore durer à peu près 2 à 3 semaines, afin que nous puissions quadriller l'ensemble du volet industriel. Et il y aura concomitamment des engagements que nous allons prendre avec des boîtes localement pour l'évaluation du bâti, pour que nous puissions avoir la certitude sur la solidité de l'existant et aussi regarder les travaux complémentaires. Dans ce sens-là, il faut dire que l'usine est une usine, c'est un projet clé en main, qui doit être réalisé par l'entreprise Moan, l'entreprise indienne. Et il y a des parties aussi qui sont des tâches à faire de notre côté. Et nous nous donnons les moyens en tout cas de le faire pour que le processus qui a démarré ne s'arrête plus. Donc après la phase d'évaluation, nous allons prendre les décisions pour continuer les travaux, mais aussi intégrer le volet, exploitation. Tout naturellement passe par la question de l'approvisionnement de l'usine en matières premières. Vous savez, ce qui est prévu ici, c'est à la fois la transformation de la tomate, mais aussi de la mangue. Donc il faut regarder clairement pour intégrer l'ensemble des coûts, qui intègre à la fois la finalisation des travaux, mais aussi l'approvisionnement en tomates et en mangue, afin que le processus qui a démarré ne s'arrête pas pour telle ou telle raison. Et c'est pour cela que nous sommes venus de visu voir les choses. Mais nous avons tenu quand même à ce que ce ne soit pas une visite juste pour visiter. Nous avons tenu à ce que ce soit une visite lorsque l'ensemble des dispositions que nous avons prises commence à porter les fruits, c'est-à-dire lorsqu'on a démarré la phase. Donc on est déjà dans la phase 1, qui est la phase d'évaluation. Ensuite, il y a la phase certainement de la reprise des travaux. Il y a la phase concomitamment, on va régler la question des approvisionnements et ensuite on se retrouve dans une situation où on aura fini le projet et nous pouvons espérer repartir de plus belle
parce que l'objectif final, c'est la transformation donc, de nos produits agricoles, c'est la création donc, de valeur ajoutée, c'est la création donc, d'emplois. Créée officiellement en juillet 2009, la société de transformation de fruits et légumes de Lumbila est une société anonyme d'économie mixte avec un capital social de 800 millions de francs CFA, dont 63% des actions détenues par l'État et 37% par le privé. Implantée à Lumbila, à une dizaine de kilomètres de la capitale burkinabé, elle devrait mettre en place une usine pilote de transformation de la tomate et de la mangue en concentré d'une capacité de 250 tonnes par jour de tomates et de 240 tonnes par jour de mangue. Et selon le ministre en charge de l'industrie et du commerce, beaucoup d'éléments sont en train d'être réunis en vue de sa réouverture dans les mois à venir. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu ce lundi le président de la Commission des Affaires étrangères de la France, Jacques Maire. Il dit être venu parler d'une conférence prochaine des présidents des assemblées nationales des pays du G5 Sahel. Plus de précisions avec Dieudonné Koumsaga et Delphine Banissi. Une invitation à prendre part à la conférence des partenaires des présidents des assemblées nationales des pays du G5 Sahel, c'est ce que le député Jacques Maire, président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, est venu remettre au président de la représentation nationale du Burkina Faso, Alassane Bala Sakandé. En marge de cela, le député français dit avoir jugé bon d'aviser le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, de cet acte. Il s'agit en fait d'une initiative qui est portée par le Parlement français, qui invite ses homologues du Sahel, du G5 Sahel, à un partenariat et une conférence interparlementaire sur le G5 Sahel. C'est une conférence qui aura lieu au deuxième semestre, et il s'agit de faire en sorte que les parlementaires de ces différents pays s'approprient beaucoup mieux ce que sont ces partenariats. Partenariat développement d'abord, bien sûr, et partenariat sécuritaire à travers la force de G5 Sahel. Vous le savez, ces partenariats sont majeurs pour les échéances des différents pays face aux difficultés communes que nous traversons. Ces partenariats aujourd'hui sont essentiellement perçus comme étant le fait des exécutifs et des ministères sécuritaires. Sécurité intérieure, défense, police, bien sûr. Et il nous semble important que ces partenariats soient appropriés par les différents parlements. Elle aura lieu à Paris, elle aura lieu à l'Assemblée nationale, mais la conférence, c'est le point d'aboutissement. Et le point de départ, c'est que dans chaque parlement, on puisse faire en sorte, avec la représentation de la diversité de ces parlements, à savoir diversité hommes-femmes, diversité de commissions, affaires étrangères, défense, sociale, sécurité, diversité aussi politique, majorité, opposition, et puis diversité régionale. Que globalement, vous savez, les parlementaires représentent la communauté internationale dans sa diversité, et que ces parlementaires puissent travailler localement à bien comprendre ce que sont les stratégies des bailleurs de fonds. Ce que sont les stratégies qui sont celles qui finalement conditionnent une bonne partie du financement de l'économie des pays du Sahel. Et de faire en sorte, ensuite, à partir de ce travail d'information, que nous puissions ensemble élaborer des recommandations aux exécutifs. Recommandations aux exécutifs et aux bailleurs de fonds que nous adopterons donc à Paris. Sur le plan international, une nouvelle attaque à la camionnette Bélier s'est déroulée à Toronto. Ce fut un véritable carnage. Au moins 10 personnes ont perdu la vie. Suivons. Une nouvelle attaque à la camionnette Bélier s'est déroulée à Toronto, au Canada, et le bilan est lourd. Au moins 10 personnes ont été tuées et une quinzaine blessées, dont 4 dans un état critique. Le conducteur a délibérément foncé sur un trottoir en plein quartier d'affaires de la ville. Il a fauché les passants sur près d'1 kilomètre, laissant dans son sillon un véritable carnage. 26 minutes après l'appel à la police, un homme est arrêté près de la camionnette stationnée sur le trottoir, l'avant de la carrosserie endommagée, à quelques rues de là. Après, semble-t-il avoir fui la scène de crime. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a parlé d'un acte insensé et devrait s'exprimer plus tard. Jusqu'ici, la police n'a donné aucune explication quant à son geste meurtrier, mais elle a identifié le suspect. Un homme a été arrêté à bord d'une camionnette de location blanche et placé en garde à vue sans incident.
Il se nomme Alec Minassian. Il est âgé de 25 ans. C'est un habitant de Richmond Hill, pas de Toronto. Et le suspect est inconnu des services de police. Les équipes médicales se sont rapidement rendues sur place, mais de nombreux citoyens lambda sont venus au secours des plus grièvement blessés. Ce serait l'un des épisodes les plus violents de l'histoire récente du Canada. Les retrouvailles ont été chaleureuses entre les deux chefs d'État américains et français lors de la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Reportage. Pose photo pour le président américain Donald Trump, le président français Emmanuel Macron et leurs épouses à Mount Vermont, la demeure historique de George Washington, au bord du fleuve Potomac. Les retrouvailles ont été chaleureuses entre les deux dirigeants qui ont dîné à 4 en privé, juste avant un dîner d'État ce soir à la Maison-Blanche. Symbolique comme une réponse à l'accueil du 14 juillet en France l'an dernier, c'est la première visite d'État de l'administration Trump. Les Macron ont aussi arpenté la Maison-Blanche pour ses premières 24 heures. Le bureau ovale et les deux chefs d'État ont déposé un peu de terre au pied d'un jeune chêne offert par le président français. Aujourd'hui, l'heure sera au travail. Les dissensions ont été nombreuses ces derniers mois sur le commerce, le climat et l'Iran, malgré des alliances contre Daesh et les représailles conjointes contre les sites d'armes chimiques en Syrie. Dans les semaines à venir, Donald Trump est censé annoncer si les États-Unis se retirent ou non de l'accord sur le nucléaire iranien, accord pour lequel il n'y a pas de plan B, selon Emmanuel Macron, qui souhaite que le chef de la Maison-Blanche maintienne son engagement, Téhéran ayant déjà menacé de reprendre son programme nucléaire. À 93 ans, le patriarche de la puissante dynastie américaine est admis dans un hôpital de Houston. Reportage. George Bush père, hospitalisé à son tour quelques jours après la mort de son épouse. Âgé de 93 ans, l'ancien président des États-Unis a été admis dans un hôpital de Houston dimanche au lendemain des funérailles de Barbara. D'après le communiqué publié lundi soir, il souffre d'une infection qui s'est diffusée dans le sang, mais répond bien au traitement. Patriarche d'une puissante dynastie républicaine, George H.W. Bush est atteint de la maladie de Parkinson et se déplace en fauteuil roulant depuis des années. Une commission pour rapatrier la dépouille d'Étienne Tshisekedi est enfin mise en place. Reportage. Plus d'un an après la mort de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, son corps pourrait enfin être rapatrié en RDC. Une commission vient d'être créée à Kinshasa. Elle est composée de membres du gouvernement, membres de la famille politique d'Étienne Tshisekedi, mais aussi sa famille biologique. Le but de cette commission sera d'organiser les funérailles du Sphinx de Limété. Aucune date n'a été avancée pour l'instant, mais cet accord trouvé entre gouvernement, famille politique et famille biologique est un premier pas. Je constate que l'esprit est bon et qu'il y a une bonne volonté pour qu'on arrive, qu'on aboutisse donc, à l'enterrement de mon frère. On a dit en tout environ 45 jours. Donc, ça peut aller vers fin mai ou un peu au-delà du mois de mai. C'est ce que nous pensons. Mais nous devons d'abord voir exactement les travaux qui devront être faits avec les architectes, essayer d'apprécier exactement combien de temps ça va prendre. Un avion spécial sera dépêché à Bruxelles pour rapatrier le corps d'Étienne Tshisekedi en RDC. S'en suivra un hommage national au Palais du Peuple, là où siège le Parlement congolais. Quant à l'enterrement, il aura lieu dans la commune de Nsele, en périphérie de la ville de Kinshasa, là où se trouve le caveau familial. Toutes les parties présentes lors de la création de cette commission étaient d'accord. Il s'agira également d'une trêve politique. Pas question de récupération politique pendant la période de deuil. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne, bien sûr.